Il imagina une solution astucieuse en insérant plusieurs couches de cuir épais de chaque côté, prises en sandwich entre le métal et les plaquettes de bois. Cependant, il se heurta rapidement à une difficulté technique majeure en tentant de percer les trous de rivet dans sa soie à l'aide de la perceuse à colonne. L'acier de sa lame était si dur et si parfaitement trempé que les mèches de la perceuse glissaient sur la surface sans parvenir à mordre la matière. Face à ce contretemps qui aurait pu le paralyser, Brandon activa immédiatement son plan de secours. Utiliser le chalumeau à gaz pour effectuer un recuit localisé de la soie. Cette technique thermique ultra rapide permet de ramollir localement l'acier pour y percéder. Orifice de fixation bien plus aisément qu'avec une simple mèche. Une méthode d'une efficacité redoutable pour préparer l'accueil des rivets de fixation à condition de parfaitement maîtriser la zone de chauffe pour ne pas gâcher la trempe du tranchant. Brandon profita également de la chaleur du chalumeau pour tenter de redresser la légère déviation de sa lame de copie. Ne disposant plus que de 90 minutes au chronomètre, il installa des serre-joints robustes sur son enclume pour contraindre le métal chaud à retrouver son axe d'origine. Grâce à cette intervention rapide, la majeure partie de la déformation fut corrigée. Le reliquat pouvant être aisément éliminé lors de la phase finale de finition à la meuleuse. Matt se retrouva à son tour en difficulté devant la perceuse à colonne, constatant avec frustration que l'acier de sa soie était lui aussi devenu d'une dureté extrême suite à une trempe un peu trop généreuse. Voyant le temps filer à toute allure, il comprit qu'il devait lui aussi détendre le métal au chalumeau pour protéger sa lame viking d'une perte de dureté catastrophique sur le tranchant lors de cette opération de chauffe locale. Il prit la précaution d'immerger entièrement la partie coupante dans un bac d'eau fraîche, ne laissant dépasser que la zone de la soie à retravailler. Cette manœuvre délicate couronnée de succès lui permit de percer ses trous de fixation sans encombre. À 1 heure de la fin de l'épreuve, Henry affichait une décontraction des plus totales, ayant déjà finalisé le collage de son manche bicolore. Les juges ne tarissaient pas d'éloges sur la qualité de son organisation et la propreté de son plan de travail. Sa résine étant parfaitement sèche, il put entamer le meulage de mise en forme de sa poignée. Pour Henry, réaliser un manche irréprochable représentait 90% du succès d'un couteau, même s'il aurait grandement apprécié disposer d'une heure supplémentaire pour peaufiner les détails de finition avec le même soin que dans son atelier personnel. Il avait notamment intégré une magnifique mitre métallique à la jonction entre la lame et le bois. Les juges soulignèrent la grande pertinence technique de ce choix, rappelant que lors de la conception d'un manche bicolore composé de plusieurs sections, la zone de jonction constitue souvent un point de fragilité structurelle sous l'effet des chocs répétés. La présence d'une mitre solide permettant de renforcer considérablement cette partie tout en offrant un confort de prise en main optimal. Alors que le manche d'Henry devenait une œuvre d'art de confort et d'esthétique, Brandon luttait contre le temps pour affiner le sien. À force de meuler pour égaliser les couches de cuir et de bois, sa poignée ne cessait de rétrécir, se rapprochant dangereusement de la finesse initiale tant redoutée. Concentré sur l'ergonomie générale, il s'efforçait de rendre l'objet le plus agréable possible de sa paume de main, tout en redoutant l'échéance du chronomètre car il lui restait encore à aiguiser parfaitement le tranchant de son copie grec. Plus que 2 minutes de stress intense pour les 3 artisans. 4, 3, 2, 1. L'animateur annonça la fin officielle de la deuxième épreuve, ordonnant l'arrêt immédiat de toutes les machines. L'heure de vérité sonna avec le début des tests de performance et de résistance. L'animateur rappela le protocole. Il allait frapper violemment les couteaux contre les structures en acier rigide des pogo-sticks pour éprouver la solidité des lames et la robustesse des assemblages des manches. Matt s'avança le premier, confiant mais conscient que son manche manquait légèrement d'épaisseur à son goût personnel, ce qui pourrait lui coûter cher en termes de confort lors des impacts violents. L'animateur empoigna le Scramasax Viking et asséna 3 coups formidables sur le pogo-stick en metal. À la fin du test, le couteau était toujours en un seul morceau,
ce qui constituait un excellent point positif. Et la forme arrondie de l'extrémité du manche offrait une bonne retenue. En revanche, l'examen détaillé de la lame révéla des dégâts considérables. Le tranchant avait cruellement souffert des impacts directs, subissant d'importantes déformations et des micro-ébréchures. Les juges diagnostiquèrent un traitement thermique initial probablement trop poussé ou une température de forge inadéquate ayant rendu l'acier excessivement fragile à l'impact, même si la structure globale du couteau avait vaillamment tenu bon. Brandon présenta ensuite son copie. Face à la dureté de l'acier du pogo stick, la tension était palpable. L'animateur frappa l'objet de toutes ses forces. Le couteau encaissa les chocs sans sourciller, démontrant une excellente résistance structurelle. La poignée munie de ses intercalaires en cuir offrait une préhension parfaitement adaptée et comfortable. Seul bémol mineur constaté par les experts. Le fil du tranchant s'était très légèrement émoussé et aplati sur une petite section où le doigt pouvait passer sans ressentir le pouvoir coupant de l'acier. Mais l'ensemble demeurait dans un état de conservation tout à fait remarquable. Ce fut enfin au tour d'Henry de soumettre sa création à l'épreuve du pogo stick. Connaissant la force de frappe de l'animateur qui ne ménageait jamais les armes lors des tests, sa principale hantise était de voir sa lame se briser net sous l'impact. Les 3 coups retentirent avec fracas dans la forge. Le manche se révéla d'un confort absolu, permettant d'absorber idéalement l'onde de choc sans blesser la main. Bien que le tranchant ait subi de légères altérations de surface inévitables compte tenu de la dureté de la cible métallique, les dégâts restèrent superficiels et localisés, témoignant d'une excellente maîtrise de la trempe et du revenu de l'acier de ses pinces à linge. La compétition se poursuivit immédiatement avec le test de tranchant, consistant à trancher d'un seul mouvement fluide une série de 3 tubes en caoutchouc épais. Suspendus. Matt ouvrit à nouveau la marche. Les juges réitérèrent leurs compliments concernant l'intégration esthétique et technique des éléments en cuivre de sa mitre qui se fondaient magnifiquement dans la masse du bois bicolore. Malheureusement, la section de la lame qui avait été lourdement endommagée lors du test de résistance perturba la fluidité de la coupe, donnant au tranchant un effet cranté ou dentelé qui arracha la matière plus qu'il ne la coupa proprement, bien que le couteau conserve une capacité de sectionnement indéniable. Brandon prit le relais avec son copie. Son manche parfaitement poncé et adouci fut jugé très agréable en main. Lors du mouvement de coupe, la lame malmenée par le test précédent parvint à sectionner les tubes. Mais la découpe manqua de netteté, laissant des lambeaux de caoutchouc pendouillés aux extrémités des sections coupées. Le couteau avait néanmoins prouvé son efficacité fonctionnelle. Henry ferma la marche. Ses finitions de poignée furent qualifiées de très haute qualité par les membres du jury. Lors de la frappe, le couteau trancha impeccablement les 2 premiers tubes de caoutchouc de manière extrêmement propre, mais buta sur le 3e et dernier tube sans parvenir à le traverser intégralement. Les juges expliquèrent que la section spécifique de la lame sollicitée lors de ce dernier impact avait été émoussée lors du test sur le pogo stick, privant l'arme de l'énergie nécessaire pour finaliser la coupe complète, bien que le pouvoir coupant global reste indiscutable. Les 3 forgerons furent invités à regagner les coulisses pour permettre aux membres du jury de se concerter et de désigner les 2 finalistes qui auraient le privilège de s'affronter pour le titre suprême. Les discussions s'annonçaient serrées face à 3 couteaux d'une telle facture. Les avis divergeaient notamment entre les créations de Henry et de Matt. Concernant ce dernier, son tranchant n'avait réussi le test de coupe que parce que les dégâts du